Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Voici l'histoire que je dois te raconter, Saul. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard, au même endroit, à l'heure où une autre guerre menace de s'étendre et où j'hésite à accrocher un panneau à vendre sur le mur de la grange. Entre ces deux époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille, tourmentée par des secrets et hantée par des morts sans sépulture. Entre ces deux époques, nous traverserons des orages. Tu verras se répéter des conflits, des accidents, des abandons et des coups de couteau. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu assisteras plusieurs fois à la fin du monde et au début d'un autre. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Nous traverserons des orages d'Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard Jeunesse. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Anne-Laure Bondou. Bonjour Alice. Vous publiez Nous traverserons des orages, un roman palpitant couronné par le prix Sorcière 2024. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays, comme vous l'avez dit. Une histoire qui commence à la veille de la Première Guerre mondiale et qui se conclut un peu plus d'un siècle plus tard. Durant cette période, on suit 4 générations hantées par des secrets, des fantômes et notamment par la violence. La violence se transmet-elle ? Peut-on échapper à son destin ? Et d'abord, le destin existe-t-il ? Alors Anne-Laure Bondou, j'ai une première question. Nous traverserons des orages est un livre qui a pour fond la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement, puisque c'est un livre qui traverse le siècle et qui va être également question du Covid à un moment donné. Alors comment est-ce que vous avez travaillé dessus ? Comment est-ce que vous avez construit cette fresque ? Alors, je me suis d'abord lancée dans ce projet, heureusement, en n'en voyant pas tout l'étendue du travail qui m'attendait. Enfin, je le devinais, mais j'ai pas voulu trop justement y réfléchir. J'ai été habitée par cette histoire pendant longtemps, évidemment. Elle est également le prolongement d'autres romans que j'avais précédemment écrits. Disons, elle est le fruit de... D'une maturation ? Oui, de 15 ans de réflexion autour de ces questions de qui est-on dans une famille, quelle place on occupe, de quoi on hérite, avec quoi on arrive comme bagage lorsqu'on est dans ce monde. On n'est jamais pas, tenu. Voilà. Non, voilà, c'est ça. On n'arrive pas sans histoire. Donc moi, comme ce qui m'intéresse, ce sont justement les histoires, je me suis demandé avec quelles histoires j'étais venue au monde moi-même, évidemment, avec quelles histoires mes enfants avaient pu venir au monde, etc. Et ensuite, bien sûr, j'ai remonté le temps, mes parents étaient venus également avec des histoires et mes ancêtres, etc. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de mettre en évidence cette transmission-là au sein des familles. Je me suis appuyée sur l'histoire de ma propre famille, du côté de mon père, pour écrire ce livre-là. Mais c'était vraiment, un peu l'aboutissement déjà d'un long processus de réflexion. Et donc, je me suis pas rendu compte que j'allais devoir m'atteler ensuite à faire vivre, pour les plus jeunes en tout cas, des époques très anciennes pour certaines, puisque donc 1914, ça c'est vraiment loin maintenant. Et j'allais essayer de reconstituer toutes ces atmosphères-là et que ça allait être très coûteux en information, en renseignement, en recherche. Ça, heureusement, je ne l'ai pas mesuré tout de suite. Et donc, je me suis jetée un petit peu, peut-être la première, dans l'histoire des 2 frères qu'on suit au début, en 1914, dans cette ferme. Et très vite se sont posées les questions de vraisemblance, de cohérence historique. Très vite, j'ai eu besoin de me demander, mais attends, dans une ferme en 1914, les outils, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il fallait quoi ? Ouvrir les archives ? Et c'est ça. Et donc là a commencé vraiment un très très long travail que j'ai dû réitérer à mesure que j'avançais dans le livre, puisque comme il y a des grandes ellipses, quand j'ai terminé la partie qui se tenait justement dans ce tout début du siècle, autour de la guerre de 14, il a fallu que je recommence le même travail de documentation très très long
pour la génération d'après, et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai commencé à me dire waouh. Donc c'est une saga en fait en un seul livre, mais qui ne se destine d'ailleurs pas qu'aux adolescents. En fait, c'est ça. Moi, ça fait très longtemps que je publie des romans qui sont vraiment partagés dans les familles. Ça me réjouit complètement. C'est-à-dire que très souvent, ça commence par soit un ado qui se retrouve avec le livre entre les mains et qui va le passer à ses parents, soit l'inverse. Souvent, ça arrive dans les mains des grands-parents aussi. Au bout du compte, dans les salons du livre, etc., j'ai très souvent toute la famille qui vient me voir au grand complet. Et ça, c'est pour moi un grand bonheur de justement gommer un petit peu les fragments, les segments entre les générations et de m'adresser de façon simple, mais sur des sujets qui sont pas simples et pas typiques d'une génération, mais à tout le monde, voilà. Et les personnages de ce roman font tous face à la violence et leur propre violence. Tous semblent y céder et certains s'interrogent d'où vient leur violence. Pensez-vous que la violence puisse se transmettre de génération en génération ? Oui, je le pense très franchement. C'est-à-dire que cette exploration dans ce roman me l'a aussi confirmé. Alors c'est vrai que c'est un peu une thèse de départ que j'avais, c'est-à-dire que à force d'examiner d'une part l'histoire de ma propre famille et d'autre part mon environnement, mais aussi de façon plus vaste, puisque c'est un roman qui à la fois s'intéresse à l'intime de ce qui se passe au sein des familles et ce qui se passe sur le plan collectif à l'échelle d'un pays. Oui, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Et comment les échos de ce qui se passe même psychologiquement dans les familles et la transmission justement, ça marche aussi en version plus large sur un peuple, une nation, l'histoire d'un pays, etc. Et donc les réitérations sont hélas permanentes, on le voit bien dans l'histoire du monde, notamment actuellement, parce qu'évidemment les guerres qui se répètent ou qui sont des échos ou qui sont des vengeances de choses mal digérées, etc. Donc je pense qu'à l'échelle d'un individu comme à l'échelle d'une nation, oui, hélas, la violence se perpétue, jusqu'au moment où peut-être on tente de l'examiner, de la regarder en face et d'apurer un peu les comptes, que ce soit dans les familles ou dans le destin collectif. Le destin collectif, voilà. Mais alors, est-ce qu'il y a un destin ? Pas au sens... Enfin, moi, je réfute l'idée qu'on en soit prisonnier. Voilà. D'accord. Je pense que le destin, oui, enfin, au sens presque du fatum des Grecs. Le grec, là, oui, on peut avoir le sentiment. On le voit bien, d'ailleurs. Beaucoup de gens se sentent parfois piégés dans leur propre manière de fonctionner et c'est très difficile de se sortir soi-même de choses qu'on répète et de tendances qu'on a et voilà, on a ses propres pièges. Donc on sait très bien que c'est extrêmement difficile de s'en extraire et que ça suppose, pour pouvoir le faire, pour s'émanciper justement de ces difficultés-là, de regarder les choses en face. Et donc je pense que ça marche autant comme ça pour un individu que pour un peuple. Le courage de regarder en face, c'est aussi le courage de raconter à la génération suivante. Donc c'est un peu mon idée, c'est-à-dire pour justement ne plus être piégé par le destin, raconter, refaire le récit de quelque chose, examiner les choses autrement qu'avec des phrases toutes faites, etc. Ça permet peut-être de se libérer de certaines répétitions. Ça fait le pont avec ma question. Écrire, dit l'un des personnages, est une façon de reprendre un peu le dessus sur l'absurde violence du monde. Est-ce que c'est ce que vous pensez vous aussi ? Oui, bien sûr. Je ne vais pas toujours dire à mes personnages ce que je pense moi, bien entendu. Mais là, c'est mon narrateur qui fait acte justement de récit pour la génération suivante et qui ne s'épargne pas lui-même dans sa façon de se raconter. Et je pense que c'est un acte d'amour, de libération, et que écrire, oui. On voit bien comment aujourd'hui, justement, on appelle ça le narratif, est capturé par les politiques, par la propagande, etc. Donc moi, pour qui le matériau narratif est si précieux, puisque c'est ma matière de travail, parfois je me dis, mais il faut que nous, écrivains, artistes, on oppose une autre narration à celle de ceux qui tentent de dominer, d'oppresser, etc. Et à un moment du livre, le personnage de Clairette dit quelque chose d'autre que ce personnage. La vie, ça s'oublie pas. Et qu'il y ait la guerre, des disputes, des maladies, de la violence, il y a toujours une chose qui demeure finalement, c'est l'amour. Je vais vous poser une question très naïve, mais en même temps c'est une question qu'on se pose à la lecture de ce livre. L'amour est-il au fond plus fort que la mort ? Alors là, plus fort que la mort, j'en sais rien parce que la question est trop difficile pour moi. Là, j'y réponds pas directement, mais en revanche, la puissance de l'amour, oui, j'y crois beaucoup. Pas forcément plus fort que la mort, mais plus fort que le désespoir, oui, peut-être. Même genre... Il y a de l'espoir quand même dans ce Voilà, livre. c'est ça. C'est-à-dire les femmes notamment, qui sont pas les personnages principaux centraux de cette histoire, parce que justement, je voulais vraiment mettre l'accent sur les personnages masculins. Dans mon regard à moi de romancière, les femmes sont porteuses
non pas forcément d'amour, parce que parfois il y a aussi de leur part une certaine violence, une quête en tout cas de libération qui passe parfois par de la violence ou de l'abandon, ou des choses comme ça. Néanmoins, il y a toujours des histoires d'amour aussi qui viennent, notamment pendant les temps de conflit. Les histoires d'amour sont d'autant plus fortes que la mort rôde. Et ça, j'ai voulu vraiment le faire sentir. Je me suis appuyée pour ça sur beaucoup de choses que j'ai vues et lues et entendues. Et ça a l'air d'être vrai. C'est-à-dire que plus on est dans l'urgence de vivre, et plus justement les histoires d'amour sont puissantes, quoi. C'est très réussi. Et les romans sur la guerre, sur l'amour et la violence, la littérature en est pétrie. Alors j'ai une première question de cette bibliothèque idéale. Quel livre illustre pour vous le pouvoir des mots de la littérature ? J'ai fait beaucoup référence pour ce livre-là à une saga qui m'a énormément imprégnée aussi dans ma toute prime adolescence. C'est quand j'ai découvert les Rougon-Macquart, donc cette fameuse famille que Zola a créée et à partir de laquelle il a écrit, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de romans. Je les ai pas tous lus, mais en fait, j'en ai lu quand même pas mal. Et j'ai été fascinée justement par son écriture à l'époque. J'ai relu un petit peu des extraits depuis et ça reste une écriture foisonnante, baroque, que j'aime beaucoup. Là, il y a une très grande puissance chez Zola que je peux citer. Après, dans justement cette création de grandes sagas, etc., comme modèle, j'avais également, on va chercher vraiment dans les grands classiques, 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui m'a énormément marqué. Et qui là est vraiment dans une autre langue, évidemment une autre culture, dont la puissance baroque m'accompagne très souvent quand j'écris aussi. Quel livre vous a fait aimer lire ? C'est tellement ancien. Et en même temps si proche. Ouais, alors, les livres qui m'ont fait aimer lire ont d'abord été des livres lus par mes parents. Donc ça a été beaucoup de l'oralité en fait, mais lus, portés par une voix aimée. Enfin, pour aimer lire, il faut qu'il y ait de l'amour dans la transmission et pas de l'obligation, du sérieux uniquement et de la nécessité scolaire. Il faut beaucoup d'affection pour transmettre à un enfant l'amour de la lecture. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 parents qui me lisaient des livres quand j'étais petite. Donc c'est d'abord passé par les contes, beaucoup. Puis ensuite, vraiment mes premiers livres très très puissants qui m'ont marqué, ça a pu être les livres de Roald Dahl, qui étaient à la fois drôles, étonnants, décalés, anglais, quoi. Quel livre vous a fait pleurer ? Peu, en fait, quand j'y pense, mais il y en a un qui m'a fait pleurer et dont j'ai un souvenir très marquant, parce que c'était la première fois. Et c'était un livre qui s'appelait Chien perdu sans collier, de Gilbert Cesbron. Alors ça se lit plus tellement aujourd'hui, mais c'était à la mode quand j'étais ado. Et qui était une histoire d'orphelin, qui m'a fait vraiment sangloter énormément à sa lecture. Quel livre vous a mis en colère ? La colère est un sentiment, enfin une émotion que j'éprouve difficilement. Donc j'ai pas forcément accédé à la colère en lisant. Il y a des livres de colère, mais qui m'ont mise moi en colère. Si après il y a des livres que j'ai trouvés tellement mal écrits que ça a pu me mettre en colère. C'est une bonne raison d'être. Voilà. En colère, bon non, c'est pas tellement le mot. Mais des livres traversés par la colère, par la révolte plus, la révolte. Vous trichez un petit peu, mais ça va. Ouais, ça marche quand même. Là, faut que je rassemble mes souvenirs. Il y a un livre que j'ai, en tout cas, lu récemment et qui va certainement produire beaucoup d'effets pour moi en termes de création et dans lequel il y a de la révolte. C'est Orange Mécanique, l'Orange Mécanique de Melvin Burgess. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir ? Alors j'adore offrir. J'ai une auteure fétiche qui est italienne, qui s'appelle Silvia Avallone. J'ai offert beaucoup ces livres-là. Donc il y en a un que je suis en train de relire d'ailleurs, justement, c'est pour ça que je pense particulièrement à elle, qui s'appelle Dacier, parce que justement il y a il y a de la colère aussi, mais il y a beaucoup de lumière aussi. C'est vraiment flamboyant. Donc Dacier, et puis un autre qui s'appelle Marina Bellezza, que j'ai beaucoup offert autour de moi. Je trouve que cette femme a une puissance d'écriture vraiment magnifique, donc je la recommande chaudement. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nous traverserons des orages, publié chez Gallimard Jeunesse. Merci Anne-Laure Bondou. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.